Bonjour à tous, je vous accueille aujourd'hui dans un lieu d'exception. Le château d'Eu, situé dans le département de la Seine-Maritime et dans la ville du même nom, était l'un des châteaux favoris de Louis-Philippe Ier, roi des Français de 1830 à 1848. Ce roi, voulant rompre avec la monarchie absolue des Bourbons, tenta de mettre en place une monarchie libérale, que l'on appelle aussi la monarchie de Juillet, du nom du mois durant lequel s'est déroulée la Révolution qui le mit à la tête du royaume de France. Mais avant d'expliquer les tenants et les aboutissants de ce régime, ainsi que le lien qu'entretenaient Louis-Philippe et sa famille des Orléans avec le château d'Eu, revenons un instant sur le parcours atypique et méconnu du roi des Français. C'est au Palais Royal à Paris, le 6 octobre 1773, qu'est né Louis-Philippe d'Orléans. Il est le fils de Louis-Philippe Joseph d'Orléans, connu sous le nom de Philippe Égalité, et de Louise-Marie-Adélaïde de Bourbon. Enfant, Louis-Philippe reçoit une stricte éducation par sa gouvernante Madame de Genlis dans la forme, mais très novatrice et libérale sur le fond, puisqu'elle repose sur les idées du philosophe Jean-Jacques Rousseau. Le jeune prince démocrate voit donc plutôt d'un bon œil la Révolution française de 1789, puisqu'elle apparaît être le moment de porter les idées des philosophes des Lumières dont il est influencé. Louis-Philippe s'engage d'ailleurs dans les armées révolutionnaires comme colonel afin de défendre la France, attaquée par les monarchies voisines qui souhaitent remettre sur le trône Louis XVI. En effet, il prend part aux célèbres batailles de Valmy et de Jemappes. En 1793, le père de Louis-Philippe, le fameux Philippe Égalité, vote la mort de son cousin le roi Louis XVI avant d'être lui-même exécuté en novembre. Louis-Philippe avait d'ailleurs déconseillé à son père, en vain, de voter la mort de Louis XVI, car même s'il n'en était pas partisan, il pensait que des représailles allaient s'abattre sur la famille des Orléans. Très vite, au début de la période de la Terreur menée par Robespierre, Louis-Philippe se sent en effet obligé de quitter la France comme l'ensemble des nobles restants et il devient ainsi un émigré. Louis-Philippe entame donc une série de voyages qui le mènent à devenir professeur de géographie en Suisse, explorateur et premier Français à atteindre le cercle polaire en Laponie. Il séjourne aussi aux États-Unis où il se montre comme un homme cultivé, curieux et libéral, pour preuve lors de la visite qu'il réserve aux Indiens à l'ouest du territoire des États-Unis où il en profite pour y dénoncer les spoliations de leurs terres par les Blancs. Mais c'est en Italie que sa vie prend un tour nouveau. En effet, Louis-Philippe cherche à se marier et il entame donc pendant près de 2 ans des pourparlers avec Ferdinand Ier, roi des 2 Siciles, afin de pouvoir épouser sa fille, Marie-Amélie. Les négociations sont difficiles étant donné que Marie-Amélie est la nièce de Marie-Antoinette, la femme de Louis XVI. Rappelez-vous, Louis XVI qui a été envoyé à la guillotine par le père de Louis-Philippe durant la Révolution, la rancœur est donc tenace contre les Orléans. Finalement, le mariage est célébré en 1809. À partir de cet instant, Louis-Philippe et Marie-Amélie ne se quitteront plus et formeront un couple exemplaire. Très appréciés par les Français, ils auront ensemble pas moins de 8 enfants. Il passe ensuite énormément de temps en Angleterre où il s'y sent bien. Il apprend d'ailleurs à y parler un anglais quasi parfait. 1815 marque la fin de l'épopée napoléonienne puisque l'empereur est envoyé définitivement en exil à Sainte-Hélène. Le frère cadet de Louis XVI, Louis XVIII, monte sur le trône et instaure une monarchie constitutionnelle. Débute ainsi la période de la Restauration. La Constitution est appelée la Charte. Louis-Philippe fait le choix de rester en Angleterre, même s'il reviendra régulièrement sur le territoire français. En 1824, Louis XVIII meurt et son frère Charles X lui succède. C'est un roi qui tente de restaurer la monarchie absolue de droit divin, comme à l'époque de Louis XIV, et donc il nie ainsi la Révolution française de 1789 et les régimes politiques qui ont suivi. Pendant ce temps, la popularité de Louis-Philippe, qui apparaît plus mesurée et modérée, grandit. D'ailleurs, il préfère le terme de réparation plutôt que celui de restauration. Il apparaît donc comme un prince qui a diagnostiqué l'état de la France en prenant en compte son histoire afin de mieux la réparer.
Après une succession d'erreurs politiques, le roi Charles X est renversé par le peuple de Paris les 27, 28 et 29 juillet 1830. C'est ce que l'on appelle la Révolution des Trois Glorieuses. Très vite, Louis-Philippe, le duc d'Orléans, apparaît comme la solution aux yeux de beaucoup. Même s'il hésite pendant quelques instants, il finit par accepter de devenir le roi des Français. Il aurait d'ailleurs dit à sa femme, Marie-Amélie, « Nous sommes les derniers rois possibles en France », c'est-à-dire qu'il estime être la dernière chance de pérenniser le système monarchique français. Après une révision de la charte, de la Constitution, approuvée par les deux chambres du Parlement le 7 août 1830, le duc d'Orléans s'engage à la respecter et le 9 août, il est proclamé roi des Français sous le nom de Louis-Philippe Ier. Ainsi, le roi n'est plus un monarque de droit divin, il ne tire donc plus sa légitimité de Dieu, mais bien du peuple français lui-même qui, par l'intermédiaire des parlementaires, lui a donné le pouvoir. La nouvelle monarchie est donc fondée sur un contrat entre le roi et le peuple. Le roi des Français prend très vite différentes mesures avec l'accord des parlementaires afin de rompre avec la monarchie précédente. En effet, le drapeau tricolore est rétabli, le catholicisme n'est plus qualifié de religion d'État, la censure de la presse est abolie. Aussi, le système électoral est légèrement modifié et repose sur le régime censitaire. Le cens électoral est fixé à 200 francs et pour l'éligibilité à 500 francs au moins. Ainsi, pour pouvoir voter ou être élu, il faut avoir de l'argent. De ce fait, la bourgeoisie s'approprie le nouveau régime et monopolise la représentation nationale qui ne compte alors que 168 000 électeurs, soit 5 électeurs pour 1000 habitants au sein du Royaume de France. Durant son règne, Louis-Philippe aura plusieurs résidences. Le palais royal que lui et sa famille quittent en 1831 pour se rendre dans la résidence royale par excellence, le château des Tuileries, qu'il n'affectionne guère d'ailleurs. Il se rend aussi au château de Neuilly pour les week-ends, à Fontainebleau, à Saint-Cloud. Mais il en est surtout un, cher au cœur de Louis-Philippe, c'est bien celui de Eu. Il s'y rend à chaque fin du mois d'août, en famille, pour quelques semaines. Mais avant d'en savoir plus sur cette résidence royale au temps de Louis-Philippe, je vous invite à en connaître l'historique. De grands personnages de l'histoire médiévale sont passés par eux et son château. Pensons à Guillaume le Conquérant qui épouse Mathilde de Flandre, mais aussi à Jeanne d'Arc qui est emprisonnée par les Anglais en 1430. Cependant, de ce château médiéval, il n'en reste rien. C'est à la fin du XVIe siècle que Catherine de Clèves, comtesse d'Eu, et son époux Henri de Lorraine, duc de Guise, commencent la construction d'un château en U. Une seule aile et la moitié du corps de logis central sont réalisés. L'assassinat du duc de Guise à Blois en 1588 signe l'arrêt progressif des travaux. L'aile deviendra après transformation le château actuel. En 1660, la princesse Anne-Marie-Louise d'Orléans, la duchesse de Montpensier dite la Grande Mademoiselle, achète le comté d'Eu et entreprend rapidement de grands travaux de confort et d'embellissement du château. Cette pièce, appelée la Chambre dorée, possède un décor de l'époque de la Grande Mademoiselle, pour preuve son chiffre apposé au mur. Remarquez aussi le portrait de cette étonnante princesse, petite fille d'Henri IV et cousine germaine de Louis XIV, qui vit en exil dans son château d'Eu après avoir participé activement à la fronde contre le jeune roi de France. Ce magnifique pare-feu aurait été brodé ici par la Grande Mademoiselle au château d'Eu, montrant ainsi ses talents artistiques. En 1697, au décès de la Grande Mademoiselle, le duc de Maine prend possession du comté d'Eu. En 1775, le duc de Penthièvre hérite du domaine d'Eu et le transmet à sa fille unique Marie-Adélaïde, duchesse d'Orléans. De 1793 à 1814, la duchesse d'Orléans, veuve de Philippe Égalité, est dépouillée de son domaine. À son retour en France, lors de la restauration des Bourbons, elle reprend possession de ses biens et conserve le château d'Eu jusqu'à sa mort en 1821. Son fils Louis-Philippe en hérite et commence dès 1828 à reconstruire le château d'Eu. C'est l'architecte Pierre-François Fontaine qui en est chargé, même s'il dirige les travaux d'aménagement à partir de Paris. Ainsi, 2 de ses assistants sont sur place, Legrand et Chénon. Ensemble, ils retravaillent les façades du château afin d'harmoniser et d'équilibrer la résidence. Les architectes achèvent également les cuisines qui sont situées ici
dans des fondations en contrebas du château. C'est aussi l'aile des ministres à l'étage supérieur qui permet à Louis-Philippe de convier les siens lors de ses séjours eudois afin de pouvoir continuer à travailler sur les affaires courantes. On n'y trouve pas moins de 22 chambres. Afin d'en apprendre davantage sur les intérieurs de la résidence des Orléans, nous allons rencontrer l'attaché de conservation des lieux. Suivez-moi. Alban Duparc, bonjour. Bonjour. Alors nous nous trouvons aujourd'hui dans la magnifique galerie des Guises. Pourquoi on peut dire qu'elle témoigne finalement des intérieurs au temps de Louis-Philippe au château de Heu? Elle en témoigne parce que tout simplement on y voit ce goût pour l'histoire que Louis-Philippe possède pour l'ensemble de ses résidences, mais qui est particulièrement prégnant ici. Alors ça se traduit par la galerie de portraits, qui est une galerie qui est l'héritée de la Grande Mademoiselle et qui va remettre en valeur. Et pourtant, alors cette galerie, elle a souffert aussi comme l'ensemble du château d'un incendie, je crois en 1902, c'est ça? Exactement, elle a énormément souffert puisque les décors que nous voyons actuellement en fait sont des reconstitutions de décors que nous connaissions par la peinture. Bien sûr. Le château a brûlé pour moitié en 1902 et il a quasiment pris ici, au niveau de la galerie des Guises, au rez-de-chaussée, un feu de cheminée. Et du coup, on voit des stigmates ici, deux parties bien distinctes. Tout à fait, on le voit surtout au niveau des armoiries en fait, qui sont au-dessus des tableaux, Oui. puisque dans la première partie de la galerie, on voit très bien que ces peintures sont plus sombres, ce sont celles qui ont survécu à un incendie. Et puis, celles que nous avons là aujourd'hui, dans on va dire, la deuxième moitié dans le parcours de visite, sont beaucoup plus claires, tout simplement parce que ce sont des reproductions. Et puis enfin, est-ce qu'on peut dire que Louis-Philippe a totalement bouleversé le château dans ses intérieurs? Est-ce qu'il y a eu des grandes modifications à son époque? Louis-Philippe a profondément modifié le château, notamment en remettant en valeur, comme on peut le voir dans la galerie des Guises, la galerie de peinture qu'il a fait restaurer, qu'il a fait compléter pour vraiment, entre guillemets, envahir l'ensemble du château, puisqu'à l'époque il y a plus de 1100 tableaux. Les parquets, tout ce qui est confort et également tout ce qui permet de vivre dans le château, c'est-à-dire les porcelaines, les argenteries, tout ça, ça va être entièrement commandé par Louis-Philippe, vraiment à cette époque très précise. Très bien, merci beaucoup de nous avoir éclairé Merci sur beaucoup. cette magnifique galerie des Guises et puis sur ce splendide château de Heu. Merci à vous. Merci à vous. Le roi citoyen séjourne au château d'Eu pour les vacances en famille. Ses activités sont nombreuses et variées. Il visite régulièrement les moulins du Britannique Packham qui se situaient à la place de ce charmant parc en contrebas du château. Ces moulins étaient en activité puisqu'ils produisaient de la farine et des biscuits pour les marins. Louis-Philippe aimait également faire des sorties en mer et se balader dans la forêt environnante. Nous sommes ici au pied de l'enceinte fortifiée du château d'Eu, dont nous ne connaissons pas exactement la date de construction. Mais il est possible qu'elle ait été inspirée du château médiéval, puis repris et aménagé sous la Grande Mademoiselle au XVIIe siècle. Maintenant, allons voir ce qui se cache juste au-dessus. Nous voici au cœur des magnifiques jardins du château. Ils ont été conçus sous l'époque de la Grande Mademoiselle et réaménagés par l'architecte de Louis-Philippe, Fontaine. Le plan de ces jardins est géométrique. Les plantes sont taillées et permettent une mise en scène théâtrale. Aussi, des références mythologiques s'y trouvent, avec l'exemple de cette statue de Diane, déesse romaine de la chasse et de la nature. Toutes ces caractéristiques font de ce jardin d'Eu un jardin régulier à la française. Louis-Philippe s'est efforcé tout au long de son règne à mettre en place une politique extérieure globalement portée sur la diplomatie. Après des campagnes napoléoniennes dévastatrices, il fallait rassurer les voisins européens sur les bonnes intentions de la France et sur sa capacité à retrouver un rôle apaisé dans le concert des nations. C'est dans ce contexte qu'intervient le rapprochement avec l'Angleterre. Il est à l'initiative du roi Louis-Philippe, véritable anglophile, et de son ministre des Affaires étrangères, François Guizot.
ils choisissent le château d'Eu pour organiser des retrouvailles pacifiques avec le meilleur ennemi de la France, ce qui apparaît comme un véritable pari. En effet, la population française ressent encore une forte rancœur pour les Britanniques. La première rencontre se déroule entre les 2 et 7 septembre 1843. Celle-ci est émouvante entre un souverain vieillissant qui a près de 70 ans et la très jeune reine Victoria tout juste âgée de 24 ans. Des festivités, des banquets, des promenades sont organisées à cette occasion. On fait même jouer un opéra d'André Grétry, Richard Cœur de Lion. Tous les regards sont alors rivés vers le château d'Eu durant quelques jours. Cette première entente cordiale n'aboutit à aucune signature de traité, mais permet une normalisation progressive des relations entre la France et l'Angleterre. D'ailleurs, en 1844, Louis-Philippe rendra à son tour visite à la reine Victoria au château de Windsor, en Angleterre. Ce tableau, présent au château d'Eu, qui fait partie d'un plus vaste projet décoratif qui ne verra jamais le jour, retrace les moments clés de la première entente cordiale. On peut y distinguer les visites effectuées par les deux monarques dans leurs royaumes respectifs, mais également les moments symboliques forts, et notamment quand le roi Louis-Philippe reçoit l'ordre de la Jarretière, éminente distinction britannique. En 1845, une deuxième rencontre en France entre les deux monarques, toujours au château d'Eu, est organisée. Elle est moins spectaculaire et moins préparée, mais elle aboutit au renouvellement de la nouvelle amitié entre la France et l'Angleterre. Ces deux visites de la reine Victoria à la résidence normande ont véritablement marqué Louis-Philippe. Ce dernier avait d'ailleurs décidé de construire une galerie nommée la Galerie Victoria afin d'y entreposer les tableaux retraçant la venue de la jeune monarque anglaise au château d'Eu. Celle-ci n'existe malheureusement plus aujourd'hui. Louis-Philippe a connu deux drames familiaux qui ont véritablement bouleversé sa vie d'homme, mais aussi de monarque. Le 13 juillet 1842, Ferdinand Philippe, le duc d'Orléans, fils aîné du roi, meurt d'un accident de voiture à Neuilly-sur-Seine. Ce jour-là, les chevaux de sa calèche s'étant emportés, il fut projeté violemment hors de celle-ci et se fracassa la tête contre les pavés. C'est un véritable coup de tonnerre qui s'abat sur la famille des Orléans et sur le royaume de France. Ce jeune prince, décédé brutalement à l'âge de 32 ans, était très connu pour son sens politique, sa modération, son énergie et son charisme. Louis-Philippe était très fier de son fils aîné. Il voyait en lui le digne héritier du trône de France. D'ailleurs, cette statue équestre de 1844, qui se situe juste à côté du château d'Eu, le représente et symbolise à elle seule le deuil inachevé de Louis-Philippe et de sa famille. À partir de cet instant, de nombreuses personnes dans son entourage le décrivent comme triste, nostalgique et ayant perdu de sa combativité. Le second coup dur a lieu en 1847. La sœur du roi des Français, Madame Adélaïde, meurt d'une grippe. Or, elle était la conseillère politique depuis toujours du roi et ne vivait que pour lui. Louis-Philippe est véritablement anéanti par cette perte dont il ne se relèvera pas. Les 18 années de règne du roi des Français seront marquées par de fortes périodes de contestation, visibles par les nombreuses caricatures qui sont faites de Louis-Philippe dans la presse. Ces contestations sont alimentées par les deux principaux opposants à la monarchie libérale. Tout d'abord, les monarchistes légitimistes n'apprécient guère l'éviction de la famille des Bourbons du trône de France. Ainsi, ils considèrent le duc d'Orléans comme un usurpateur. Enfin, les républicains entrent très vite dans l'opposition, puisque même si c'est une monarchie libérale qui se met en place, ils estiment que les changements politiques sont bien trop minimes. Les républicains ont même failli faire rebasculer Paris et la France dans une nouvelle révolution à plusieurs reprises et notamment le 5 juin 1832. Ce jour-là, les funérailles d'un général républicain nommé Lamarque sont organisées à Paris. Très vite, la situation dégénère. Une poignée des protagonistes présents à ce moment avait prévu de les transformer en une insurrection républicaine. La révolte éclate, une partie de la garde nationale prend fait et cause pour les insurgés, ce qui plongea Paris dans un état de quasi-révolution. Néanmoins, Louis-Philippe est très vite informé et mobilise les troupes qui réussissent à reprendre en main la situation. Louis-Philippe a marqué son siècle par de multiples entreprises qu'il a initiées ou encouragées et qui ont touché de nombreux domaines de la société. En effet,
C'est le temps des débuts du chemin de fer, des prémices de la révolution industrielle en France, du compromis politique avec la monarchie parlementaire, de l'effervescence littéraire avec Hugo, Balzac, Dumas, de la muséification de hauts lieux de l'histoire de France comme Versailles, d'un réveil de l'impérialisme français avec la conquête progressive de l'Algérie et de l'acceptation de régimes passés symbolisés par le retour des cendres de Napoléon à Paris. Toutefois, cet esprit de compromis montre un véritable essoufflement au fil des années. En effet, les Français sont fatigués du manque de réformes et de la politique conservatrice menée par le principal ministre du régime, François Guizot, depuis le début des années 1840. Un fossé se creuse donc entre le roi des Français et son peuple. Cela aboutit à la célèbre campagne des banquets. Les banquets correspondent aux réunions publiques qui se tiennent en France pour exprimer les mécontentements croissants envers le régime de Louis-Philippe. Ce mouvement prend de l'ampleur et regroupe pratiquement l'ensemble des opposants. En février 1848, la situation est tendue. Les banquets sont de plus en plus nombreux et se radicalisent. Guizot prend la décision de les interdire dès le 22. Le lendemain, Louis-Philippe est contraint de renvoyer Guizot sous la pression. Mais il est déjà trop tard pour enrayer les mouvements de foule dans la capitale, qui se transforment très vite en une nouvelle révolution. Lassé, respectant la voix du peuple, voyant ses soutiens le lâcher, le 24 février, le roi Louis-Philippe abdique. La Deuxième République est proclamée quelques mois plus tard et c'est Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu de Napoléon Ier, qui en devient le premier président. Louis-Philippe aura définitivement marqué son temps par son audace politique, ses idées libérales nouvelles et son goût prononcé pour l'histoire de France. Ce roi, relativement méconnu, a su pendant un temps apaiser les Français, à peine sortis de luttes intestines et de campagnes militaires dévastatrices. Après son abdication en 1848, il s'installa en Angleterre où la reine Victoria l'accueillit et lui mit à disposition le château de Claremont. Il y meurt le 26 août 1850 à l'âge de 76 ans. Après la Révolution de 1848, Louis-Philippe ne reverra jamais son château d'Eu, pourtant si cher à son cœur, dont il souhaitait faire de cette demeure sa dernière. Celle-ci sera d'ailleurs confisquée à la famille des Orléans en 1853 et ne leur sera rendue que 20 années plus tard.